Et si on parlait de sport, la chronique. Et voilà, retour sur le plateau de Et si on parlait de sport pour cette 5e et dernière journée du tournoi des 6 nations féminins de rugby. Une journée décisive, spectaculaire, riche en émotions qui a confirmé la montée en puissance du rugby féminin européen avec des stades pleins, beaucoup d'essais et un suspense encore présent avant le grand crunch final entre la France et l'Angleterre. Au programme aujourd'hui, la belle démonstration offensive de l'Italie victorieuse au Pays de Galles 43-24 grâce à une seconde période de très haut niveau, confirmant les progrès constants de la Squadra Azzurra dans ce tournoi. Nous reviendrons également sur l'impressionnante performance de l'Irlande qui a écrasé l'Écosse 54-5 à Dublin devant une affluence record avec un rugby en mouvement spectaculaire et une première période totalement maîtrisée. Et bien sûr, nous débrieferons le choc tant attendu entre la France et l'Angleterre à Bordeaux. Un crunch décisif pour le titre où les Red Roses ont une nouvelle fois imposé leur puissance et leur réalisme en imposant 43-28 face aux Bleus pour décrocher un 8e sacre consécutif dans le tournoi. Et pour analyser cette dernière journée du tournoi des 6 nations féminins, je suis bien sûr accompagné de Danielle Irazu, qui est ancienne internationale française et 76 sélections, qui est manager sécurité au sein du groupe SNCF et dirigeante sportive, ainsi que Bernard Pujol, président du comité départemental olympique et sportif et aussi un passionné de rugby. Alors installez-vous confortablement, place maintenant au grand débrief de cette dernière journée du tournoi des 6 nations. Bonjour Danielle et bonjour Bernard. Bonjour à tous. Ravi toujours d'être avec vous. Bonjour. Alors Daniel, on va commencer par toi avec le match Pays de Galles-Italie. Cette équipe d'Italiennes a encore marqué des esprits aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on retient de cette victoire ? Oui, je retiens surtout la capacité des Italiennes à accélérer après la pause. Elles ont su profiter d'un Pays de Galles dépassé pour s'envoler en deuxième période. Alors à la mi-temps, le Pays de Galles était devant 19-17, donc le match était totalement ouvert. Mais en seconde période, l'Italie a imposé énormément de rythme, de vitesse dans les transmissions et surtout beaucoup plus de maîtrise dans les zones de contact. Ils ont inscrit plusieurs essais très rapidement et prennent complètement le contrôle du match. Alors Bernard, on a vu une équipe italienne très offensive avec 7 essais inscrits. Est-ce que cette équipe a franchi un cap dans ce tournoi ? Oui, clairement, la Squadra Azzurra a franchi un cap. On les a vus monter crescendo tout le long de la compétition. Cette équipe italienne progresse d'année en année. On sent davantage, Daniel l'a souligné, davantage de confiance dans leur jeu. Elles ont les idées claires, la stratégie bien en main. Elles osent relancer, déployer un rugby complet, déplacer le ballon, se déplacer sans ballon, utiliser toute la largeur du terrain. C'est un rugby qui est vraiment intelligent et très plaisant. Aujourd'hui, les Italiennes terminent le tournoi avec une victoire convaincante à l'extérieur et surtout avec une véritable identité de jeu. C'est important pour le rugby féminin italien. Daniel, à l'inverse, le Pays de Galles termine encore sans victoire. Est-ce que c'est inquiétant avec cette, on appelle ça, Bernard, tu m'arrêtes si je me trompe, mais une cuillère de bois ? Yes, elle est en bois. Alors Daniel ? Ouais, les Pays de Galles à la cuillère de bois, oui, parce que c'est inquiétant parce que on sent beaucoup de fragilité mentale dès que l'équipe subit une série défensive compliquée. Alors que pourtant, pendant 40 minutes, les Galloises ont rivalisé, elles ont même mené au score. Mais dès que l'Italie a accéléré, elles ont perdu en discipline, en organisation défensive. Elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas le banc pour tenir plus qu'une mi-temps en fait. Et pour le coup, le tournoi confirme que le rugby féminin gallois traverse une période compliquée. C'est un peu inquiétant aussi par rapport au dénivellement qui se passe entre les équipes. Alors Bernard, justement, par rapport à ce que dit Daniel, est-ce que ce genre de match montre quand même l'évolution globale du tournoi féminin ? Oui, ce match, effectivement, Daniel l'a dit, les Galloises sont en difficulté et subissent dans le jeu et dans le score. Après, pour répondre à ta question globale, oui, l'on se rend compte que le rugby féminin est beaucoup plus structuré, le jeu est beaucoup plus réfléchi, du large, du profond, du ballon porté, toute la technique et toute la palette est bien là. Et l'évolution marquante, c'est le physique. Il y a eu une évolution physique, une préparation. Ce sont des filles de véritables athlètes maintenant. Elles ont les moyens de se préparer et ça se ressent beaucoup. Après, l'évolution globale, il faut l'analyser. Il y a quelques années, les nations dominantes mettaient 60 grains à 10 ou à 0. Et l'on se rend compte maintenant, et l'analyse, on y reviendra, et chaque fois j'aime à le faire, c'est qu'il faut regarder le delta. C'est que maintenant, avec les temps faibles et les temps forts, et l'évolution de chacune des équipes, on s'aperçoit que les équipes qui dominent marquent,
quand elles sont réalistes, mais les adversaires ne lâchent pas. Donc, il faut analyser les deltas. Pour moi, c'est une évolution globale et très favorable au tournoi féminin. Et on retiendra cette victoire italienne 43-24 à Cardiff, acquise grâce à une deuxième période de très haut niveau. L'Italie conclut son tournoi sur un rôle très positif, avec une confirmation de sa progression, tandis que le Pays de Galles en termine une nouvelle fois sans succès, malgré une première mi-temps encourageante. On va aller direction Dublin maintenant, où l'Irlande recevait l'Écosse dans un match particulièrement important pour le classement final. Deux équipes en pleine progression, deux formations capables de produire beaucoup de jeux, avec en toile de fond l'objectif de terminer ce tournoi sur une note positive et de confirmer les progrès aperçus ces dernières semaines. Alors, que faut-il retenir de cette confrontation intense et engagée? Daniel, on a assisté à une première mi-temps totale avec un score de 47-0 à la pause. Comment on explique une telle domination irlandaise? Oui, les Écossaises ont subi une lourde correction et elles ont été complètement dépassées. C'est simple, alors l'Irlande a mis énormément d'intensité dès les premières minutes. Elles ont été très agressives dans les zones de ruck comme elles savent le faire, extrêmement rapides dans les enchaînements et surtout très efficaces à chaque occasion. Les Écossaises n'ont jamais réussi à sortir de leur camp ni à ralentir le rythme imposé par les Irlandaises. Elles ont été mangées complètement. Et du coup, 7 essais avant la mi-temps, c'est énorme à ce niveau-là. Et je me demandais bien, moi, jusqu'à combien ça allait aller. Pour le coup, l'Irlande a baissé un peu le pied, je pense, derrière. Et tant mieux pour l'Écosse. Alors Bernard, cette équipe d'Irlande termine très fort ce tournoi. Est-ce que cette victoire confirme leur progression? Oui, clairement. Les Irlandaises avaient un jeu déjà bien établi, bien en place. On l'a vu durant les matchs. Elles sont solides, bien sur leur base, et elles progressent. Donc, elles progressent parce qu'elles travaillent énormément sur la confiance et la vitesse. Et quand on ajoute ça de la précision pour la circulation du ballon, cela fait un beau plateau technique pour jouer au rugby. On y met du physique et du tempérament. Quand on est irlandais, le cœur est là. Et donc, globalement, ça porte ses fruits. Ce qui est remarquable et intéressant, c'est qu'elles ne se sont pas contentées de jouer que sur le registre de la puissance. Elles ont aussi varié, produit du jeu de mouvement avec beaucoup de variétés offensives et de bonnes combinaisons techniques avec des joueuses qui en ont le niveau et qui sont très très bien préparées dans la formation technique. Devant un Aviva Stadium comble, rempli de joie et qui est aussi un fort symbole du développement qui est le rugby féminin dans le cœur des Irlandais. Daniel, au-delà du score, on a vu une équipe écossaise complètement dépassée défensivement. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu inquiétant justement pour le staff écossais. L'Écosse avait pourtant montré de belles choses pendant le tournoi, notamment offensivement, mais aujourd'hui, elles ont complètement subi. Alors les replacements étaient compliqués, les plaquages manqués se sont accumulés, et face à une équipe irlandaise lancée à pleine vitesse, ça devient difficile. Mentalement aussi, après 3 ou 4 essais rapides, on sent que l'équipe a perdu confiance. Peut-être aussi, pour mettre au bonus des Irlandaises, il y avait une dimension émotionnelle pour elles ce week-end, puisqu'ils ont... Les Irlandais ont introduit, les Irlandais et les Écossais, un nouveau trophée qui s'appelle Siobhan Catigan, du nom d'une internationale écossaise décédée en 2021. Et donc, il y avait ce nouveau trophée entre l'Écosse et l'Irlande à aller chercher, et ça a peut-être donné aussi un surplus supplément d'âme aux Irlandaises. Bernard, cette rencontre aussi illustre aussi l'évolution spectaculaire du rugby féminin européen. Oui, je reprendrai, on en a discuté quelque peu avant, sur l'évolution spectaculaire et remarquable du rugby féminin européen. Oui, complètement. On a vécu un tournoi 2026 de toute beauté. Du jeu, du monde partout, un succès médiatique, des stades pleins, un engouement. Le rugby féminin a complètement acquis sa place et il est en plein développement. Il faut continuer à construire, il faut que les fédés, et c'est pas Daniel qui me contredira, au-delà du discours, continuent les efforts à structurer le championnat, structurer le statut des joueuses pour qu'elles puissent se permettre et oublier les horreurs que quand on rentre d'une compétition, surtout quand on est une dame et qu'on a des soucis de dame, de procréation, des soucis qui sont effectivement à prendre en compte, il faut que ces dames soient accompagnées. Et l'évolution, mais on est sur de bons pas. Et j'en suis persuadé, mais il faut convaincre toujours.
c'est la force de ces dames. Et c'est magnifique. Actuellement, le rugby féminin est sur une voie qui plaît à tous et qui nous offre beaucoup de matchs et du succès. Daniel, on va parler un petit peu de l'ambiance. On en avait déjà évoqué à l'occasion des précédentes chroniques. Un mot sur cette ambiance aujourd'hui à Dublin. Un mot sur cette ambiance, comme sur un match précédent, l'Irlande a conclu son tournoi de la plus belle des manières avec une démonstration impressionnante face à l'Écosse. L'ambiance était spectaculaire dans le stade, à l'image des Irlandais qui ont dû chanter à n'en plus finir. Et ces hymnes, Daniel, ils me donnent toujours les frissons. Quand on a l'Irlande-Écosse ou Écosse-Irlande, même si on aime notre beau pays, et notre Marseillaise qui est la plus belle, magnifique, ça donne la chair de poule. Et après cette large victoire irlandaise, place maintenant au grand choc, on l'attendait tous, de cette dernière journée du tournoi, la France-Angleterre, un véritable crunch décisif entre les deux grandes puissances du rugby féminin européen, avec un enjeu énorme, la victoire finale dans ce tournoi des 6 Nations 2026. Les Bleus peuvent-elles faire tomber les Red Roses, invaincus depuis plusieurs années dans la compétition? Point d'interrogation. Daniel, avant d'entrer dans le détail, quel sentiment domine après cette nouvelle défaite française? Alors il y a beaucoup de frustration. Je pense que chez les joueuses, ça a été aussi le cas, parce qu'on sent des gros progrès dans le jeu français, notamment offensivement, mais il y a encore un énorme écart de maîtrise avec l'Angleterre. Effectivement, début de match tonitruant. Pendant 20 minutes, les Bleus ont proposé un rugby ambitieux, avec du mouvement, de la vitesse, de très belles séquences ballon en main, mais face aux Anglaises, la moindre erreur, elle se fait cash. Donc aujourd'hui encore, l'Angleterre a montré son pragmatisme, elle a été réaliste comme elle sait l'être, et la moindre erreur a été récompensée de leur côté. Bernard, justement, cette première période a presque résumé toute la différence entre les deux équipes. Oui, totalement. Daniel vient de le dire, on entame le match et on n'avait pas d'autre choix que de les faire douter, ou de ne pas douter. La France a eu la possession, mais d'emblée, l'entame du match, qui au rugby doit marquer les esprits, les intentions, la domination territoriale. Mais l'Angleterre, comme les grandes équipes, savent toujours qu'il y a cet orage à laisser passer. Elles sont restées tranquilles, elles ont subi en maîtrisant, et puis après elles ont été, comme on le dit souvent, chirurgicales. Les Red Roses ont utilisé leur point fort historique qui fait la force et la puissance du rugby, la puissance, la possession, le pick and go, la maîtrise du jeu direct et surtout l'efficacité dans les zones de marque. Les Anglais ne s'embêtent pas au rugby. Quand on dit on avance et on marque, qui sont les deux verbes d'action, ils avancent et ils marquent, ils n'ont pas d'état d'âme, ils cherchent pas à plaire, eux, ils cherchent à marquer sur leur temps fort. Il y avait une impression de danger immédiat. Et défensivement, les Françaises ont laissé trop de force et d'espace sur les extérieurs, là où on n'attendait pas forcément les Anglaises. Mais avec des joueuses comme Ellie Kelnum ou Abidou, il faut s'attendre à tout et on est rapidement puni. Daniel, on a pourtant vu un très bel essai français dès la 14e minute avec Pauline Bourdon-Sansus. Oui, après une entame réussie pour une fois par rapport aux autres matchs précédents, les Bleus ont commencé fort et on y a cru. Ce très bel essai issu d'une récupération de ballon de Mwembe, Ambre, puis derrière les trois quarts qui ont fait jouer leur canne avec une bonne chevauchée fantastique de Léa Muri. Pauline était là pour finaliser et effectivement très très bel essai qui a symbolisé parfaitement ce que veut mettre en place le nouveau staff. Une équipe capable de relancer depuis son camp, d'utiliser la vitesse, les qualités techniques de ses trois quarts. Pauline a été encore une fois un vrai chef d'orchestre. Elle a beaucoup tenté autour des rucks et elle a pris des initiatives de leader. Elle a vraiment tenu son rôle de chef de rang hier, dont la France avait besoin. Alors Bernard, un autre élément important, aujourd'hui, les difficultés françaises en touche. Ouais, rédhibitoire. En rugby, on a beau discuter, parler de ce qu'on veut, les bases fondamentales, la conquête, mais les touches, on n'y coupe pas. Et les malheureuses Françaises perdent, et on ne les accuse pas, 4 lancers sur 13 en première période, en plus dans le camp anglais, ce qui nous prive de munitions, effectivement, munitions entre guillemets, qui fait que la touche maintenant est une véritable rampe de lancement. Sur les ballons portés, on est pratiquement sûr d'avancer, et c'est là qu'on meurtrit l'adversaire. C'est pratiquement rédhibitoire
victoire face à une équipe comme l'Angleterre. Les Bleus ont perdu des munitions précieuses alors qu'elles étaient dans des temps forts intéressants. À l'inverse, les Anglaises ont été beaucoup plus pragmatiques, plus propres et stables sur les fondamentaux. Et dans un crutch, la conquête reste essentielle. Daniel, malgré le retard à la pause, les Françaises ont quand même tenté de revenir. Oui, c'est une des forces de l'équipe. On l'avait déjà souligné sur les matchs précédents. Et, la France n'a jamais rien lâché en fait. Jusqu'à ce dernier essai de Rose Bernardo où elle s'est arrachée. Oui, c'est une des forces de l'équipe, cet état d'esprit. Quand Anaïs Grando marque, puis que Pauline Bourdon-Sansus inscrit son deuxième essai, le stade s'est enflammé. Je reviendrai là-dessus après, mais oui, il y avait une vraie ferveur dans les tribunes avec plus de 35 000 spectateurs. Et dès que la France est revenue un peu dans le match, après l'Angleterre a immédiatement répondu. On comprend là pourquoi, malgré le public qui est derrière son équipe, pourquoi l'équipe d'Angleterre domine tant le rugby mondial depuis plusieurs années. Le problème qui se pose, Bernard, c'est est-ce que cette fameuse domination anglaise devient psychologique pour nos Bleus ? Elle reste psychologiquement un problème. Autant de conquêtes, de gains de tournois, de défaites à 18, on va pas se cacher. On subit. Donc mentalement, psychologiquement, on subit. Qu'est-ce qui se passe ? Comment peut-on faire ? Alors, ce qu'il faut regarder dans l'évolution, et j'y reviens toujours dans l'analyse du rugby moderne, c'est qu'il y a beaucoup de points, beaucoup d'essais. Mais ce qu'il faut analyser, ce sont les deltas. Parce que là, on prend 20 points. Quand on était dominé avant, j'y reviens, on prenait 80 à 10. Là, on rentrait à la maison, on sortait pas, on buvait pas un coup, on avait honte. Maintenant, on perd 20 à 0. En données corrigées. Donc, ça s'est rétréci, l'écart se rétrécit, les temps forts, les temps faibles se partagent. Mais bon, on ne peut que constater que l'Angleterre est encore devant, 18 défaites consécutives, ça se joue sur le terrain, ça se joue, pour répondre à ta question, dans les têtes. Il faut regarder le travail réalisé par l'Angleterre depuis 10 ans sur l'investissement, le championnat anglais qui est structuré, les joueurs disposent de conditions de vie professionnelles très avancées ou un peu mieux avancées que les Françaises, et cela se ressent dans la maîtrise collective et dans la confiance qu'elles ont accumulée. L'Angleterre reste à ce jour la référence mondiale du rugby féminin. Eh bien, il faut les suivre, prendre exemple, et on va y arriver. Ce delta se réduit. Il faut un peu patienter, prendre confiance et essayer d'effacer effectivement ce mal psychologique dont tu me posais cette admirable question. Daniel, malgré cette défaite justement, comment tu vois des motifs d'espoir pour nos Bleus ? Toi qui es l'ancienne. Des motifs d'espoir. Je reviendrai sur ce qu'a dit Bernard et je rajouterai des éléments qui me paraissent importants. La progression, elle n'est pas forcément sur le terrain. Là, les filles sont dans un nouveau cycle, avec un nouveau staff, des joueuses qui sont rajeunies. Donc là, elles sont bien parties pour bien bosser, pour que ce cycle de 4 ans, on voit des évolutions significatives. Je suis confiante par rapport à ça. Cela dit, la progression, elle ne passera pas que par le côté sportif. Elle passe aussi par une prise de conscience, Bernard l'a dit, de la fédération par rapport au championnat, mais aussi, moi j'ai envie aussi d'un peu investir les clubs qui sont aussi responsables, parce qu'il ne faut pas qu'ils attendent aussi non plus que ce soit toujours la fédé qui donne tout. Et les clubs, il faut aussi qu'ils fassent le boulot de leur côté de structuration et aussi d'aller chercher, aussi aider à aller chercher des investisseurs. Alors après, côté fédé, revoir le règlement pour permettre un championnat équilibré, intéressant sportivement pour les joueuses et donc forcément pour l'équipe de France. Si on a un championnat plus équilibré, ça tape plus en championnat, les filles sont plus préparées et il y a moins de déséquilibre entre les matchs. C'est bénéfique pour l'équipe de France, mais c'est aussi intéressant pour les investisseurs et la télé qui aideront aussi l'écosystème à grandir. Si le championnat n'est pas intéressant, les investisseurs et la télé viendra pas proposer une diffusion régulière en fait. Et c'est un peu le chat qui se mord la queue, moi j'ai envie de dire. Et là aujourd'hui, avec plus de 35 000 personnes au stade, ça prouve bien que le rugby féminin, le sport collectif, est entré dans les mœurs. Et que les gens viennent le voir, c'est pas un accident, 35 000 personnes dans un stade. Là, aujourd'hui, je crois qu'on a tous les éléments positifs pour faire en sorte que les choses avancent vraiment. Et je crois que les joueuses attendent ça aussi, d'après ce que j'ai entendu à la fin du match. Je peux le comprendre. Et c'est pas juste une histoire de professionnalisation. On parle de professionnalisation, mais la professionnalisation, ça ne concerne pas que les joueuses. Ça concerne les staffs, ça concerne les structures. Parce que pour avoir une équipe senior de première main de niveau, il faut derrière qu'il y ait des jeunes qui poussent.
Bernard, un dernier mot parce que notre Daniel est lancé là. Ah oui, non, mais il faut l'arrêter. Moi, je bois ses paroles parce que Daniel, d'abord, Daniel, elle a une expertise, elle a un retour d'expérience, et puis je ne veux pas la vieillir ni la vexer. Elle a quand même l'histoire. Elle représente l'histoire. Elles se sont débattues, combattues dans l'ombre, et de temps en temps on sent. Et elle nous le rappelle, elle a raison. Maintenant, on est en place. Il faut effectivement, et Daniel l'a dit, prendre conscience, donner les moyens, tant au niveau fédéral que des niveaux des clubs, pour que, les médias et les partenaires s'intéressent à nous. On n'aura que ce qu'on méritera. Mais on est dans de très 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 bonnes voies. Et Daniel, je sais qu'elle défendra, et elle a raison, et je la soutiendrai. Et nous sommes beaucoup à soutenir le rugby féminin, au-delà de son succès, parce qu'à un moment donné, tout va péter, tout le monde avait raison. Non, il est encore dans la bagarre de sa construction, mais son succès l'amènera plus loin. On est agréablement surpris qu'il n'y ait pas un seul match rempli 35 000. Dans tout le tournoi, il y avait 1000, 30 000, 40 000 partout, en France comme ailleurs. Et ça, c'est à féliciter et on ne peut que s'en réjouir. Bravo, mesdames. On va terminer avec l'Angleterre. On conclura à remporter donc ce crunch à Bordeaux, 43-28, et décroche le 8e titre consécutif dans ce tournoi destination féminin. Une nouvelle démonstration de puissance et de maîtrise des Red Roses qui confirment leur statut de meilleure équipe du monde. De leur côté, les Bleus peuvent nourrir des regrets après une première période trop approximative, notamment en conquête, mais elles ont aussi montré des intentions offensives encourageantes et une vraie capacité de réaction face à l'ogre anglais. Merci Daniel et Bernard d'avoir partagé votre analyse tout au long de ce tournoi destination féminin Et si on parlait de sport, merci également à vous tous et toutes qui nous avez suivis pour ces chroniques spéciales consacrées au rugby féminin européen. Et vous êtes nombreuses à nous avoir écoutés. On vous en remercie. C'était notre 5e et dernière chronique spéciale tournoi destination féminin signée Et si on parlait de sport. Nous, on vous donne rendez-vous pour vivre ensemble de nouvelles chroniques. Et d'ici là, continuez à vibrer sport. Messieurs, dames, merci à vous tous. C'est déjà fini. Ah, vivement le tournoi 2027. Et j'allais le dire, mais j'ai pas eu le temps. En septembre, il y a la Nouvelle-Zélande à Lyon et l'Australie, je sais plus où, en Provence, quelque part. Mais tu vois, tu l'as dit. Eh bien, si on parlait de sport, j'étais avec Laurent, il va dépêcher une équipe. Daniel et toi, nous serons les chroniqueurs sur place. Il s'occupe de tout. Parce que je pense que je vais y aller à Lyon, moi. Eh bien, nous y serons. Eh ben, on fera un direct sur place, ça va, avec un duplex maintenant que tu es dans l'équipe. Un grand merci à toi, en tout cas, Daniel et Bernard. Et je vous dis à très bientôt. Avec grand plaisir. Au revoir.